Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravi d'être parmi vous avec cette lourde responsabilité d'ouvrir ce colloque sur la science ouverte. Et je m'excuserai par avance, comme c'est d'usage, de m'exprimer ici à la manière d'un profane, ou on va dire d'un semi-profane, parce que je suis un profane qui se soigne, qui essaye de s'approprier le mieux possible les enjeux plus complexes qu'il n'y paraît. On y verra de ce qui est plus qu'une thématique. La science ouverte, ça n'est pas juste un thème général de la recherche contemporaine, c'est un contexte qui envahit nos établissements, nos organismes de recherche, et qui devient justement l'une des conditions dans lesquelles nous travaillons, nous pensons, nous cherchons ensemble. C'est un contexte qui demeure souvent mal connu de la communauté universitaire, et donc je me réjouis beaucoup que ce colloque soit aussi l'occasion à la fois d'une sensibilisation, mais aussi, on le verra, d'une réflexion, potentiellement un peu poil à gratter, vous verrez, moi c'est mon habitude, j'ai du mal simplement à décliner les intitulés qu'on me propose, et voilà, c'est le travers des philosophes que d'essayer d'aller chercher parfois la petite bête, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire pour essayer de donner à réfléchir et à ne pas s'enfermer dans de fausses évidences. Donc, j'ai intitulé ma contribution à ce colloque « Que veut dire ouvrir la science, enjeux et problèmes d'un programme de politique scientifique ?» Comme vous le verrez, je me ferai souvent un peu l'avocat du diable pour aborder ce thème de la science ouverte. Et donc, je suis obligé d'abord de vous faire un aveu. Je soutiens la science ouverte. Voilà. Je suis obligé de vous le dire parce que vous aurez parfois l'impression du contraire dans ce que je vous dirai, mais ça n'est qu'une impression, je vous rassure. Encore une fois, qui aime bien châtie bien. Et donc, il est important aussi de ne pas recevoir simplement ces intitulés, ces thématiques telles qu'elles nous sont proposées, mais c'est tout l'enjeu des SHS que nous représentons ici, de se saisir de ces objets, non pas simplement comme de cadres réglementaires, mais aussi comme d'objets de recherche, d'objets à interroger, qui doivent nourrir notre réflexion. Donc en ouverture à ce colloque, je souhaiterais proposer de manière assez rhapsodique, un peu décousue, quelques pistes de réflexion permettant, en amont de tout traitement technique et institutionnel de la question de la science ouverte, qui permettrait d'interroger le sens et la portée de cet intitulé programmatique « Ouvrir la science ». Ce questionnement se situe dans ce que je qualifierais de zone d'inconfort. Cette zone grise, souvent difficile à discerner, qui est celle au sein de laquelle un ethos, c'est-à-dire un ensemble de normes et de valeurs qui s'affirment peu à peu dans la pratique scientifique, prend soudainement la forme d'une politique scientifique. Une politique scientifique qui est relayée et mise en œuvre par des institutions de divers ordres, notamment les universités, bien entendu, sous la forme de décisions planifiées à grande échelle, d'injonctions, d'incitations, mais aussi de contraintes, notamment juridiques, pesant sur les différents acteurs du monde de la recherche. Ce phénomène de transition de l'informel au formel, de l'implicite à l'explicite, de l'éthique individuelle à la politique collective, n'est pas sans effet, on le verra, sur le contenu normatif de ce qui fait l'objet d'une telle transformation, à savoir ici la science ouverte. Ce que l'on gagne en efficacité en passant de l'éthique à la politique institutionnelle, à la politique scientifique, ce que l'on gagne en réalisation concrète d'idéaux jusqu'alors cantonnés à l'abstraction de la conscience morale de quelques acteurs de la recherche ou à l'inefficience d'initiatives dispersées, on risque aussi de le perdre en lucidité, en réflexivité critique, en capacité d'évaluer la pertinence de ce qui n'a plus la souplesse adaptative d'une valeur individuelle, mais qui a désormais la rigidité prescriptive d'une loi ou d'un ensemble de lois. Cette transition ambiguë de la valeur à la loi, de la conscience individuelle à la planification concertée, la science ouverte fait l'objet de plans nationaux désormais et internationaux, cette transition donc de la valeur à la loi, j'ai pu l'observer en de nombreuses occasions depuis ce poste d'observation privilégié qu'est la direction de la MSHC. Il en va de la science ouverte comme d'autres mots d'ordre en vogue, comme l'interdisciplinarité, les sciences avec, par et pour la société, ou la recherche participative. Pour peu que les pouvoirs en place s'emparent de ces nouvelles impulsions novatrices et fécondes de la recherche contemporaine,
ces impulsions changent insensiblement de statut et peut-être aussi de sens et de portée. Alors, je n'ai nullement les compétences spécialisées pour traiter du détail des politiques de sciences ouvertes. D'autres collègues qui s'exprimeront plus tard les ont, et c'est tant mieux. Et il n'est pas du tout dans mon intention d'entrer dans ce détail. Dans ce qui suit, je vais me contenter de pratiquer une forme de braconnage philosophique, de faire un pas en arrière, de suspendre un instant les prétendues évidences des injonctions officielles que nous recevons, afin de tenter de voir un peu plus clair dans les tenants et aboutissants de ce qui fut jadis un ethos, qui prend désormais la forme d'une succession réglée de plans nationaux et internationaux. L'enjeu donc de mon propos n'est pas de savoir si l'on est pour ou contre la science ouverte, si une science doit être ouverte ou fermée, mais d'amorcer cette réflexivité critique sans laquelle un programme, aussi noble soit-il, devient vite lettre morte, injonction mécanique et sans saveur, sans laquelle un plan, aussi noble soient ses intentions initiales, devient irrémédiablement plan-plan, suscitant non pas cette salutaire inquiétude réflexive du chercheur, mais une forme de conformisme d'un sujet assujetti aux normes en vigueur. Donc, pour le dire d'un slogan, il est essentiel de se prémunir contre une conception fermée de la science ouverte. Et je n'ai pas d'autre but ce matin que de contribuer très modestement à se prémunir contre une telle conception. Il est temps donc d'ouvrir ce paquet intitulé « Ouvrir la science » pour voir ce qu'il y a dedans. Donc la science ouverte, comme programme explicite de transformation institutionnelle des pratiques scientifiques autour des idées d'accessibilité, de collaboration, de mise en commun, de publicité, de multilinguisme, de gratuité, d'interopérabilité, de transparence, de traçabilité. Ce programme qui se décline sous les formes de l'open access, de l'open research data, de l'open source, de l'open peer review, de l'open educational resources ou encore de la citizen science. Désolé, mais la science ouverte, malgré son idéal multilinguiste, se dit d'abord en anglais. Ce programme, donc, est une initiative récente, dont on fait remonter l'apparition aux années 2000. L'expression, apparemment, a été forgée puis popularisée en 2012. En tout cas, c'est les sources que j'ai trouvées. Si vous avez mieux, je prends. L'expression, apparemment, a été forgée en 2012 à la suite d'un article du New York Times, puis d'une publication plus officielle de la British Royal Society, intitulée « Science as an Open Enterprise ». Suite à ces premières apparitions de l'expression, plusieurs livres ont suivi, visant à sensibiliser un large public aux enjeux de ce nouvel idiome. Dans les années qui suivirent, de nombreux programmes et manifestes émanant d'instances internationales ou gouvernementales ont fleuri, notamment du côté de l'OCDE, de l'UNESCO, du CNRS en France, ou de ses équivalents dans d'autres pays, ainsi que d'instituts et de think tanks influents, donnant lieu à des bourses, à des prix, avant d'être reformulés, transposés dans des plans pour la science ouverte, par exemple à l'échelle européenne ou nationale. Je vous renvoie aux 2 plans nationaux pour la science ouverte qui ont été mis en œuvre en France ces dernières années et dont la lecture des programmes est extrêmement instructive. Ce programme a été ensuite implémenté dans les institutions de recherche par le biais d'appels à manifestation d'intérêt, d'appels à projets, de restructuration des services documentaires ou de grands projets de stockage et de services mutualisés. Voilà pour un rapide état des lieux. Alors, ce qui frappe de prime abord le philosophe dans ce phénomène, c'est la rapidité soudaine de son expansion, la fatalité apparemment inexorable de son développement, à un point qu'on peut être tenté d'y voir, comme l'a fait le président du CNRS, une révolution nécessaire, comme il le dit, quelque chose comme un sens de l'histoire. Ce qui frappe aussi, c'est le consensus unanime dont ce programme fait l'objet. Tout le monde est pour l'ouverture de la science, toujours conjuguée au singulier. Personne, du moins officiellement, n'est pour sa fermeture. Comment comprendre donc ce triple phénomène? Je vais hasarder quelques hypothèses. Tout d'abord, le basculement soudain vers la science ouverte peut en partie s'expliquer par la conjoncture technologique de l'époque, qui est marquée par l'essor du numérique et de l'Internet, et avec lui d'un ensemble de dispositifs facilitant la collaboration, la mise en commun et la gratuité d'accès, dont l'exemple le plus célèbre est évidemment Wikipédia. Sans oublier le spectaculaire essor des réseaux sociaux
qui deviennent le modèle justement de plateforme de recherche. Réseaux sociaux dont on a un peu vite fait l'organe privilégié des grandes révolutions démocratiques de par le monde, moyennant l'oubli de leur fonctionnement algorithmique et économique. Comme le disait Marx, l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Et de fait, le problème de l'ouverture de la science semble bien trouvé dans la numérisation de la recherche, des conditions propices de résolution. Premier point. Deuxième point, pourquoi ce caractère apparemment inexorable du développement de la science ouverte? C'est un processus qui nous semble nécessaire, contre lequel on ne peut pas aller. Ce caractère inexorable du développement de la science ouverte peut s'expliquer par une interprétation destinale de l'impact de ces nouvelles technologies numériques sur nos sociétés, à la manière d'une sorte de philosophie de l'histoire, qui ne dit pas son nom, et qui replacerait cette innovation ponctuelle dans un schéma d'ensemble téléologique, finalisé et unitaire. Il y aurait une marge de l'histoire dans laquelle la recherche et les nouvelles technologies se tiendraient main dans la main. Cette philosophie de l'histoire, implicite au programme de sciences ouvertes, s'établit moyennant un contraste entre un avant et un après, entre la supposée fermeture de la science du passé et l'ouverture de la science de l'avenir. Les prophètes de la science ouverte, car il y en a, s'appuient souvent sur un discours technophile assez enthousiaste et sur une remise au goût du jour de l'esprit des Lumières, établissant un parallèle entre le développement de ces technologies et le renforcement de l'éthos démocratique de nos sociétés, notamment en matière de libre circulation des connaissances et de libre examen critique des discours, des données et des produits de la recherche. Ce parallèle suppose, à bien y regarder, une continuité entre le progrès technologique et le progrès moral, qui n'a rien d'évident, comme le faisait déjà remarquer notre cher Jean-Jacques Rousseau dans cet ouvrage pionnier sur la science de notre temps, qui était le discours sur les sciences et les arts. Ce parallèle entre science ouverte et démocratisation des mœurs et des savoirs se double d'un second parallèle, souvent amalgamé au précédent. Parallèle cette fois-ci entre l'ouverture de la science et l'ouverture du marché économique, via la suppression des supposés verrous liés à la rigidité des législations étatiques. Ce parallèle s'établit, on l'aura compris, dans une optique plus nettement néolibérale, qui fait écho à ce qu'on a pu appeler un capitalisme de plateforme. Un capitalisme de plateforme où se pratique la course à l'extraction quantitative de données, à la captation et à l'analyse des données individuelles, puis à l'intégration de ces données ouvertes dans des processus opaques de traitement algorithmique. Ce capitalisme de plateforme dont les finalités ont une légitimité démocratique pour le moins discutable. La science ouverte, donc, c'est le sens de l'histoire, celui d'un décloisonnement inexorable des sociétés fermées et de la science fermée, celui d'une ouverture toujours plus grande de la communication interhumaine au service du partage de la connaissance, de la liberté d'examen, mais aussi au service de la prospérité économique, dans un contexte de globalisation généralisée des échanges de par le monde. Troisième point, pourquoi un tel consensus unanime en faveur de la science ouverte? Pourquoi pas, me direz-vous? Ce consensus peut s'expliquer en partie par cet amalgame entre transformation des institutions scientifiques, transformation des sociétés démocratiques et transformation du marché économique. La métaphore de l'ouverture, qui, je le rappelle, a été initialement proposée par le philosophe Henri Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, pour établir un contraste entre les sociétés dites primitives, qu'il nommait lui des sociétés closes, et des sociétés qui mettent en œuvre une morale ouverte de portée universelle. Cette métaphore de l'ouverture, qui a donc été transposée de la philosophie vers d'autres sphères, fait ici office de sésame permettant d'ouvrir toutes les portes, a fortiori quand elle s'adosse à un éloge parfois assez approximatif de la liberté, de la mise en commun et de l'accessibilité généralisée. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, pour moi, de renier ces valeurs, mais il paraît néanmoins nécessaire de s'interroger sur leur signification multiple et sur les équivoques possibles d'un projet de science ouverte qui se réclame de ces valeurs. Plus généralement, mon propos vise moins à statuer sur la science ouverte de manière générale. Cela supposerait de disposer d'un concept général et univoque de science ouverte, et je ne crois pas que nous en ayons un. Il ne s'agit donc moins de statuer sur la science ouverte de manière générale que de montrer l'intérêt pour les SHS d'une approche réflexive et critique de ce programme de politique scientifique
qui est incarné par ce que l'on a nommé joliment un umbrella term, une sorte de mot qui permet d'amalgamer tout un ensemble complexe de significations et de valeurs. Terme, expression, donc, sens ouverte, dont la simplicité apparente dissimule une multitude d'enjeux et de problèmes. Il s'agit donc moins de savoir si l'on est pour ou contre ce programme, ou ces programmes, que d'interroger sa généalogie historique, le sens et l'articulation des valeurs dont ce programme est porteur, ainsi que le contexte social, économique et politique dans lequel il s'inscrit. Il s'agit d'opérer une contextualisation de la science ouverte. Ce n'est qu'ainsi, en tout cas c'est ce que je pense, que nous pourrons être à la hauteur des exigences inhérentes à la science ouverte. Non pas en recevant les divers plans institutionnels de science ouverte comme autant de mots d'ordre officiels, mais en adoptant une posture réflexive, analytique et critique à l'égard des présupposés et des enjeux qui les sous-tendent. Alors pour commencer, on peut tenter d'adopter une attitude historique, généalogique sur la science ouverte. D'où vient la science ouverte? Alors ça serait l'objet d'une conférence à part entière et comme pour le reste, je prendrai ici des raccourcis. Les récents programmes de science ouverte, on l'a dit, finalement sont sous-tendus par une sorte de philosophie de l'histoire et tirent une partie de leur justification d'une interprétation rétrospective de l'histoire des sciences et de l'histoire politique. Sur le plan de l'histoire des sciences, je vais dire des choses très générales et simplistes, on situe généralement le tournant qui donne lieu à l'ouverture progressive de la science au XVIIe siècle. S'agissant de la science antique ou médiévale, sa pratique demeurait pour l'essentiel privée, voire parfois secrète. Chaque savant travaillait dans son coin, ce qui générait parfois des controverses dispensables sur la priorité accordée à tel ou tel savant dans telle ou telle découverte. Le cas exemplaire est ici la controverse entre Newton et Leibniz sur la découverte du calcul intégral. Faute de science ouverte, faute d'une bonne communication entre savants, on ne sait pas qui a découvert quoi et les choses s'enveniment. Cette science, donc pré-moderne, était souvent financée via des mécénats ou des patronages aristocratiques. Et elle était vouée à une circulation limitée, en raison de contraintes techniques, évidemment, mais aussi de contraintes du mode de production, on va dire, de la recherche, ce qui entravait évidemment le progrès cumulatif des résultats scientifiques. Par contraste, la science moderne émerge au XVIIe siècle à la faveur d'une reconfiguration des modèles de financement et des modèles d'organisation institutionnelle de la recherche. On voit apparaître les premières académies en Europe, par exemple la fameuse Royal Society, ou en France l'Académie des sciences, ainsi que les premières revues scientifiques, qui émanent d'abord de ces académies et qui vont se multiplier de manière spectaculaire au XVIIIe siècle. Il faudrait ici la présence de Pierre-Yves Lacour pour apporter des éléments précis sur ce point. Une telle évolution historique est souvent mise en relation avec l'essor de la démocratie moderne ou de ce que le philosophe Karl Popper nommera la société ouverte, dans le sillage de l'optimisme théorique des Lumières, qui faisait de l'instruction publique et de la libre communication des idées dans l'espace public, notamment dans ces fameux salons bourgeois des Lumières, qui voyait donc dans ce que Kant nommait l'usage public de la raison, le moyen privilégié d'un progrès moral et politique de l'humanité. Et ce credo, cette alliance entre justement progrès de la circulation des idées, de l'instruction et progrès moral et politique, a trouvé son manifeste le plus éclatant à la fin du XVIIIe siècle dans l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain du marquis de Condorcet. Démocratisation du savoir et démocratisation de la société sont censés marcher main dans la main, ainsi que l'exprimera fortement un peu plus tard le programme positiviste d'Auguste Comte, à la fin du XIXe siècle. Selon lui, la diffusion des savoirs scientifiques est censée apporter, je cite, « ordre et progrès ». C'est resté la devise du Brésil, vous le savez, qui est un pays positiviste. Ordre et progrès, donc, sont apportés par la diffusion des savoirs scientifiques aux sociétés post-révolutionnaires, qui sont toujours menacées, selon Comte, par l'anarchie et l'irrationalisme des croyances humaines. Voilà pour cette brève histoire, ou cette brève préhistoire de la science ouverte. Alors, à la faveur de cette conjonction privilégiée de l'essor de la communication scientifique et de l'extension des démocraties sous l'égide du libéralisme politique, donc sous l'égide d'un idéal de liberté individuelle, d'égalité, de tolérance,
la science moderne va s'institutionnaliser, notamment au XXe siècle. Elle va se voir investie au XXe siècle donc d'une teneur normative inédite, qui a bien été décrite par le sociologue Robert Merton dans son très célèbre article intitulé « La structure normative de la science », qu'il publie de manière significative en 1942, à un âge où la science est plus que jamais sous la coupe des pouvoirs. Selon Merton, la science n'est pas une pure activité instrumentale au service des pouvoirs en place, mais elle est animée de ce qu'il appelle un ethos, c'est-à-dire, je cite, un complexe de valeurs et de normes qui vont donner une portée éthique à sa mise en œuvre collective. Et cette portée éthique, elle ne dépendra pas de la vertu individuelle de tel ou tel savant, plus honnête que les autres, mais elle dépendra d'une organisation institutionnelle qui va inciter les savants à incarner cet ethos, à incarner ces valeurs. Merton identifie 4 impératifs institutionnels, comme il les nomme, qui définissent le socle de cet ethos à l'époque de l'institutionnalisation de la science. Ces 4 impératifs sont l'universalisme, le communisme. Alors Merton rebaptisera cet impératif le communalisme pour dissiper toute ambiguïté. Il est créé en 1942, donc ça... Voilà. Donc l'universalisme, le communisme ou communalisme, le désintéressement et enfin le scepticisme organisé. Alors, parcourons rapidement ces 4 impératifs pour se demander dans quelle mesure ils ont justement pesé sur la naissance de la science ouverte. Tout d'abord, l'universalisme. L'universalisme, c'est quoi dans le contexte de la pratique de la science? C'est le principe selon lequel, je cite, « les affirmations prétendant à la vérité, quelle que soit leur source, doivent être soumises à des critères impersonnels préétablis, être en accord avec l'observation et avec des connaissances précédemment confirmées. » Voilà la définition mertonienne de l'universalisme comme justement entreprise de dépersonnalisation de la science. On a là un critère donc de dépersonnalisation, de déprivatisation de la production et des résultats de la recherche scientifique. Peu importe, on se dégage de l'argument d'autorité, de l'argument du contexte de découverte d'une connaissance. Ce qui compte, c'est de l'évaluer en tant que telle, selon des critères universels. Les programmes de sciences ouvertes pourront puiser dans cet idéal éthique de l'universalisme, notamment pour favoriser l'anonymat des comités de lecture, dépersonnalisation, pour favoriser l'exigence de documenter les données pour les rendre traitables, interopérables, réutilisables, ou encore, indépendamment du contexte originel de production de ces données, ou pour faire en sorte qu'elles soient, ces données, diffusables dans des formats ouverts et conformes au principe FAIR, FAIR comme facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Voilà pour l'universalisme. Deuxième impératif de la science, le communisme ou communalisme. Le communisme est entendu, nous dit Merton, ici en un sens non partisan, comme la, je cite, la propriété commune des biens. Cela consiste à affirmer être communiste en science, cela consiste à soutenir que, je cite, les résultats substantiels de la science sont un produit de la collaboration sociale et sont attribués à la communauté. Ils constituent un patrimoine commun dans lequel le fonds propre du producteur individuel est sévèrement limité. Pour peu qu'une découverte soit effectivement associée à un nom, à un individu, cet individu bénéficiera des louanges de ses pairs et ça s'arrête là. Pour le reste, il reverse tout au pot commun. Il ne garde pas sa découverte pour lui. Voilà ce qu'est le communisme de la science. Merton précise encore, je cite, que la conception institutionnelle de la science, comme part du domaine public, est liée à l'impératif de communication des résultats. Qui dit communisme, dit mise en commun, communication. Merton poursuit, le secret est l'antithèse de cette norme. La communication intégrale et publique et sa mise en application. Donc on voit bien ici assez aisément les prolongements de cette idée, de cet idéal collectiviste de la science, de cet idéal de communicabilité intégrale de la science, considéré comme un bien commun, qui doit permettre de limiter les appropriations abusives ou la privatisation des produits de la recherche. Il a d'ailleurs été repris pour une large part dans la fameuse loi pour une république numérique, qui généralise l'obligation de diffusion des données, à l'exception de quelques cas, protection de la vie privée, secrets administratifs et commerciaux notamment. Cela a notamment permis d'entreprendre une réduction de la cession des droits de publication
des produits de la recherche à de grands groupes privés à des fins de profit et de monopole économique. Troisième valeur, le désintéressement. Là encore, nous dit Merton, la question n'est pas de savoir si l'individu savant est vraiment désintéressé, mais de savoir si la science fonctionne institutionnellement de manière désintéressée. Le désintéressement, nous dit Merton, c'est un cadre de contrôle institutionnel, je cite, de motifs qui caractérisent le comportement des scientifiques et qui les incite à adopter ce que Merton nomme une certaine intégrité morale et à éviter les conduites frauduleuses ou malhonnêtes. Ce principe est sans doute celui où résonne le plus clairement quelque chose comme une dimension éthique de la recherche scientifique. On le retrouve évidemment dans les plans de sciences ouvertes, par exemple sous la forme du principe de gratuité de la réutilisation et d'une lutte contre la marchandisation systématique des données, même si le dépôt de brevets et la commercialisation de services autour des données, une fois encadrés par des lois, demeurent possibles. Enfin, le quatrième impératif mertonien, le scepticisme organisé, c'est, nous dit-il, je cite, un mandat méthodologique et institutionnel qui vise à faire quoi? Qui vise à maintenir la recherche scientifique à l'abri des autorités politiques et religieuses, et à l'abri des idéologies en général. Merton a en tête évidemment les grands totalitarismes de son temps. Plus généralement, le scepticisme organisé, non pas le scepticisme subi, mais le scepticisme voulu, ce qu'on appelle maintenant le faillibilisme, la valorisation du doute, de l'incertitude, de l'examen critique, de la remise en cause de ses certitudes et de ses convictions, doit nous mettre à l'abri, doit mettre la science à l'abri des dogmes et du dogmatisme par la pratique d'un examen critique généralisé qui stimule la remise en cause et l'esprit de faillibilisme. L'ouverture des données de la recherche facilite leur évaluation critique, donc facilite leur réfutabilité. Cette valeur chère au philosophe Karl Popper, apôtre de la société ouverte et de la science ouverte, qui voyait dans la réfutabilité, dans la capacité d'une théorie à être réfutée, le critère d'une science parvenue à maturité. La bonne science est celle que l'on peut réfuter, qui prête le flanc à réfutation, qui nous dévoile suffisamment de prises empiriques et théoriques pour que l'on puisse la discuter et, le cas échéant, la réfuter. Une science réfutable devient à la fois le reflet et le moteur de la société ouverte. Pour Karl Popper, qui écrit à la même époque, qui est l'un des grands ancêtres de la science ouverte, et la science trouve là un important critère de démarcation par rapport aux pseudosciences et aux idéologies. Les pseudosciences et les idéologies reposent sur des bases dogmatiques dépourvues de toute justification empirique et s'avèrent par principe imperméables à toute réfutation. Ce qui n'est pas une force, mais une faiblesse, du point de vue du rationalisme critique promu par Popper. La bonne connaissance est réfutable, la mauvaise connaissance, la pseudo-connaissance ne l'est pas. On ne réfute pas une religion, ni une pseudo-science. Alors avant d'aller plus loin, remarquons que Merton, dans ce texte très important, qui devrait être lu par tous les étudiants, se montre très prudent sur la concrétisation de cet ethos scientifique. Il souligne à maintes reprises dans cet article et dans d'autres textes que cet ethos peut se trouver contrarié, voire dévoyé par les contextes politiques et sociaux dans lesquels il s'inscrit. Une telle vigilance s'impose sans doute aussi pour ce nouvel ethos de la recherche numérisée qu'est la science ouverte. En effet, l'ethos de la science n'est pas la réalité de la science, précisément. C'est ce qui fixe des idéaux et qui tâche de les mettre en œuvre, mais précisément qui ne vaut que parce que cet idéal n'est pas déjà réalisé. L'ouverture en droit de la science s'accompagne souvent de sa fermeture de fait. Et ce point a été magistralement mis en évidence par le sociologue des sciences Thomas Kuhn dans son ouvrage « La structure des révolutions scientifiques ». Selon Kuhn, pour peu que l'on s'intéresse non pas à l'éthos de la science, mais à la réalité de sa pratique quotidienne, selon Kuhn, donc, au plus loin des valeurs décrites par Merton et exaltées par Popper, le fonctionnement normal de la science est un fonctionnement essentiellement fermé, conservateur, rétif à toute remise en cause radicale. La science n'est pas, selon Kuhn, l'œuvre de grands héros isolés de la recherche qui pratiqueraient la libre et audacieuse critique de leurs découvertes. Ça, c'est une conception mythique de la science qui fait encore florès dans des entreprises de vulgarisation dont elle fait l'objet. La science consiste d'abord dans l'instauration et la perpétuation de grands paradigmes scientifiques qui ne donnent lieu
à d'éventuelles révolutions scientifiques que lorsque les artisans de la science normale, de la science qui fonctionne normalement, ne parviennent plus à éviter les conséquences destructrices, des anomalies, des contre-exemples et des incohérences qu'ils rencontrent à l'occasion de la défense acharnée du paradigme scientifique en vigueur. En examinant la pratique quotidienne des scientifiques, Thomas Kuhn dévoile l'inertie et la résistance au changement qui est inhérente à leur pratique essentiellement conformiste de la science. L'institutionnalisation de la science suppose en effet sa pétrification momentanée, sous la forme de manières standardisées d'enseigner la science, de l'exemplifier, de la pratiquer, de la justifier, même quand cette science s'avère vacillante et précaire. C'est ainsi que fonctionne la science au quotidien. Elle ne fonctionne pas à la remise en cause permanente, elle a qu'une libre critique permanente de ses présupposés. Elle applique et approfondit et défend un paradigme scientifique en vigueur. Pour le dire autrement, la science fonctionne au quotidien de manière fermée, repliée sur elle-même, repliée sur son propre cadre théorique et institutionnel. Et c'est normal, c'est ça la science normale. Et la science ne s'ouvre à la nouveauté, parfois révolutionnaire, ça lui arrive, que lorsqu'elle n'a plus le choix, lorsque les difficultés d'un paradigme sont telles qu'il faut changer de paradigme. Alors peut s'ouvrir ces périodes révolutionnaires de la science, moins nombreuses qu'on le croit, dont l'instabilité provisoire donne lieu à l'établissement rapide d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle fermeture temporaire du paradigme qui lui permet de se stabiliser, de se renforcer, de s'institutionnaliser et de se diffuser. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? On voit bien ici que la science secrète d'un côté des valeurs d'ouverture, c'est là son ethos, qui sont indispensables à son renouvellement théorique, mais qu'elle fonctionne aussi selon des principes de fermeture, indispensables à sa mise en œuvre institutionnelle. Sans son ethos ouvert, la science ne serait qu'un ensemble de dogmes, indiscernables d'un credo politique ou religieux, mais sans sa clôture paradigmatique, elle ne serait plus ce scepticisme organisé, si bien décrit par Merton, mais elle deviendrait un scepticisme désorganisé, anarchique, stérile, voué au doute perpétuel, à l'incessante remise en cause, et non à l'établissement et à la confirmation de la connaissance. La science est donc un mixte de dogmatisme et de scepticisme. C'est un mixte d'ouverture et de fermeture. Et c'est en combinant ces deux orientations qu'elle est capable de progresser. Trop de fermeture tue la science, c'est incontestable, mais trop d'ouverture tue la science de manière tout aussi certaine. Il est donc abusif de faire de l'ouverture une valeur par défaut de la science, on le voit. Encore une fois, il importe de spécifier les modalités, les conditions et les limites de l'ouverture pour justement les rendre compatibles avec la pratique réaliste de la science. Alors une autre ambivalence liée à l'idée d'ouverture de la science peut être identifiée à propos de l'une des principales motivations officielles des programmes de sciences ouvertes, qui a été d'ailleurs évoquée par notre présidente tout à l'heure. Ouvrir la science constituerait une réponse forte à la supposée défiance des citoyens à l'égard de la science, en rendant cette science moins opaque, plus accessible, donc en rendant sa logique propre plus compréhensible au commun des mortels. Il faudrait faire descendre la science dans la société, la sortir de sa tour d'ivoire pour la rendre plus accessible à un public non académique, non scientifique. L'ouverture de la science serait la condition de son acceptabilité, pour reprendre un mot à la mode il y a 2 ans, dans les sociétés démocratiques. Alors cette motivation, la science ouverte nous permet de lutter contre la défiance à l'égard de la science. Cette motivation est tout à fait louable, évidemment. Elle obéit à des finalités louables, mais elle me semble manquer son but. Il n'est pas sûr que le programme de la science ouverte puisse se légitimer comme un moyen efficace de lutter contre la défiance à l'égard de la science. Non seulement les enquêtes sur le rapport du grand public à la science ont des résultats beaucoup trop variables pour donner lieu à un constat généralisé de défiance à l'égard de la science, mais l'ouverture des données de la science ne semble pas vraiment être en prise avec les principales raisons de la défiance à l'égard de la science quand cette défiance est attestée. Prenons l'exemple des mouvements anti-science aux États-Unis.
Ceux-ci, on le sait, reposent essentiellement sur des affiliations religieuses et sur des idéologies politiques dont les motivations sont parfaitement indifférentes à une éventuelle ouverture des données et des résultats de la science. C'est le conservatisme théologico-politique qui conduit à saper la croyance en la validité de la science, dans ce cas. Par exemple, le créationnisme qui conduit à remettre en cause la vérité de la biologie évolutionniste, et non pas une prétendue suspicion à l'égard d'une science trop refermée sur elle-même. De même, ce n'est pas la fermeture des données scientifiques, mais ce sont des dispositions idéologiques spécifiques liées à un contexte religieux, politique, social, mais aussi à l'influence des médias de masse, en tout cas de certains d'entre eux, qui conduisent à dénier toute compétence aux travaux du GIEC, qui est pourtant peu avare en données accessibles, on le reconnaîtra, et qui conduit à sombrer dans ce que l'on nomme si mal le climato-scepticisme, qui n'a rien de sceptique et qui a tout de dogmatique. Bien au contraire, les attitudes de suspicion à l'égard de la science ne sont jamais aussi fortes que quand elles s'alimentent à un constat de trop grande ouverture de la science à d'autres sphères d'intérêt qui en fragilisent l'autonomie théorique. Finalement, ce que le grand public reproche souvent à la science, c'est d'être trop ouverte, pas d'être trop fermée. On critiquera alors l'inféodation de la recherche biomédicale à Big Pharma. On critiquera l'inféodation de la recherche agrochimique aux géants industriels des pesticides. On critiquera, comme on le faisait dans les années 70, la dépendance de la recherche fondamentale à l'égard de ce que John Kenneth Galbraith nommait à l'époque le complexe militaro-industriel. Et plus largement, on critiquera la soumission de la recherche scientifique à des impératifs économiques et politiques qui en dévoient l'intégrité intellectuelle et le désintéressement décrit par Merton. Paradoxalement donc, c'est quand la science ouvre trop ses portes à des intérêts étrangers à son champ institutionnel, au point de s'exposer à des conflits d'intérêts, voire à des mises sous tutelle, qu'elle suscite la défiance, sans doute assez légitime dans ce contexte, la critique, voire la paranoïa complotiste, comme on a pu le constater à propos des campagnes de vaccination contre la Covid-19. On voit donc que l'ouverture n'est pas nécessairement une vertu en soi, si elle conduit à remettre en cause l'autonomie de la recherche scientifique. On ne combat pas sans doute la défiance anti-science par plus de sciences ouvertes, mais d'abord en protégeant l'autonomie de la recherche publique, en défendant les libertés académiques des enseignants-chercheurs et en éduquant le public à la réalité de la méthode scientifique. Donc en lui apprenant à valoriser non pas d'abord les réussites spectaculaires de la technoscience, mais ce fameux scepticisme organisé des chercheurs, cet esprit de faillibilisme, de critique permanente, cette valorisation de l'incertitude, d'accord, non pas comme fin en soi, mais comme étape nécessaire, comme justement élément indispensable de toute connaissance rigoureuse. En apprenant à ce grand public à se méfier des certitudes prétendument absolues que lui proposent les idéologues de tout poil. Donc non seulement la science ouverte n'est pas la panacée à tous les maux qui frappent la recherche scientifique, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas prétendu être, fort heureusement, mais la métaphore même de l'ouverture, et il est important de réfléchir sur les images, sur les métaphores qui s'imposent à nous. Ici, cette métaphore de l'ouverture est prégnante, s'il est difficile de se libérer de cette fascination, de cette valorisation par défaut qu'elle suscite en nous. Cette métaphore de l'ouverture s'avère donc plus ambivalente que prévu, dans la mesure où la science, on l'a vu, a besoin de clôture, d'indépendance, d'autonomie, pour ne pas se dévoyer en recherche hétéronome, dirait Kant, en recherche soumise à d'autres fins que les siennes propres, et notamment en recherche privatisée au service d'intérêts économiques ou politiques à courte vue. Alors pour finir cette ouverture de colloque consacrée aux ambivalences de l'ouverture, donc cette ouverture au second degré, je voudrais souligner pour finir donc quelques lieux remarquables où le projet de science ouverte peut donner lieu à des compréhensions équivoques qui recouvrent des orientations potentiellement très différentes, voire en tension. Alors je me contenterai d'en évoquer un seul en détail qui me semble central, mais j'esquisserai aussi d'autres pistes qu'il faudrait explorer, mais ce sera pour une autre fois. La tension que je voudrais explorer à propos de l'idée de science ouverte, c'est la tension entre un sens restreint et un sens élargi de cette notion et de ce projet. On sait que la science ouverte peut s'entendre selon différentes extensions. Et l'extension d'un concept en modifie souvent la compréhension, comme on le sait en linguistique.
comprendre le projet de sciences ouvertes au sens restreint, c'est le comprendre comme, d'une certaine manière, comme le supplément d'âme de l'application des nouvelles technologies du numérique au monde de la recherche scientifique. Ce qui conduit à se focaliser d'abord, et c'est légitime, sur des services liés à la documentation, au stockage et à l'utilisation des données et des produits de la recherche. C'est ainsi, d'abord, que se présentent à nous les plans de sciences ouvertes. D'abord, avec cette compréhension bien délimitée, assez restreinte, de ce que veut dire sciences ouvertes. Dans ce cadre, dans cette entente restreinte et assez prédominante de nos institutions de la science ouverte, on peut être tenté de faire s'équivaloir, ou peu s'en faut, la science ouverte et l'open access. Open access, l'accès ouvert, qui est incarné notamment par le projet d'archives ouvertes, HAL, à laquelle notre université, par exemple, se conforme. Mais si l'on fait s'équivaloir la science ouverte et l'open access, on dispose certes d'un solide point d'ancrage justement pour mettre en œuvre des politiques scientifiques, mais on risque aussi de prendre la partie pour le tout, le moyen pour le but, et de faire de la science ouverte à courte vue. L'avantage indéniable de cette définition restreinte de la science ouverte, c'est de mieux en maîtriser le sens et la portée. C'est la valeur de cette conception sobre, bien délimitée, de la science ouverte. Cela permet de la concrétiser sous la forme de solutions effectives de stockage et de services documentaires, ainsi que d'aide à la publication ouverte. Et c'est très bien ainsi. L'inconvénient de cette entente restreinte de la science ouverte, c'est de ne proposer ainsi qu'une traduction assez limitée d'un programme supposé révolutionner la pratique scientifique en tant que telle, et non seulement l'accessibilité de ces données et de ces résultats. Il y a une disproportion entre justement, les idéaux qui sont affichés dans ce programme et justement, les moyens, les actions mises en œuvre. D'où la tentation de donner un sens plus large, plus ambitieux peut-être, à l'idéal de science ouverte, en retrouvant l'inspiration mertonienne et en y voyant un ethos institutionnel qui concerne non pas seulement les enjeux de la numérisation et de la recherche, qui sont certes considérables, mais qui concernerait l'ensemble des tenants et aboutissants de la recherche scientifique. La science ouverte concernerait non pas, encore une fois, tel ou tel aspect privilégié, notamment selon des critères technologiques de la recherche scientifique, mais l'ensemble des étapes et des enjeux de la recherche scientifique. Dans cette perspective, l'ouverture de la science signifierait tout autre chose. Elle caractériserait non pas seulement la mise à disposition de ces données et de ces résultats, ni même, comme dans le cas des fameuses sciences citoyennes, l'inclusion du grand public dans l'exécution de certains protocoles d'observation, ces fameux, justement, citoyens savants qui observent les étoiles, identifient les oiseaux, ou font tout un tas de choses au service de protocoles scientifiques. L'ouverture de la science caractériserait plus largement et radicalement un décloisonnement de son propre champ institutionnel, qui peut aller jusqu'à la participation active du monde non académique, considéré comme tiers secteur de la recherche, selon l'expression consacrée, participation du monde non académique à la co-élaboration des projets de recherche et de leurs protocoles, dans le cadre émergent des recherches participatives ou de programmes, notamment celui de la recherche action. Cette compréhension plus large, évidemment, a des vertus incontestables, celle de rappeler justement l'idée de science ouverte à l'ambition plus générale, transformative, qui est la sienne. Elle a aussi des inconvénients. Rien n'est simple dans ce monde. Le premier inconvénient d'une telle compréhension élargie de la science ouverte est de donner à cette idée une extension telle qu'elle en finira par couvrir l'ensemble des aspects de la recherche scientifique, au point de ne plus avoir de point d'application identifiable, au point de vouloir tout et rien dire, de ne plus avoir de sens bien délimité et discriminant. On ne saura plus quand on doit parler de science ouverte ou pas, puisque la science ouverte, ce sera toute la science. Qui trop embrasse, mal étreint, comme on le sait. Il est important sans doute de garder un concept plus limité, plus discriminant de la science ouverte afin de le rendre opératoire. Le second inconvénient d'une telle conception élargie, plus ambitieuse de la science ouverte, c'est que l'ouverture du champ de la recherche au monde non académique n'est pas sans risque, surtout si elle fait bon marché d'une analyse préalable du fonctionnement du système économique actuel, du contexte économique et politique de l'ouverture de la science. Sans une telle analyse,
La promotion d'une dimension participative de la science risque de menacer le maintien de critères rigoureux de scientificité de cette recherche et de diluer toujours plus la frontière, désormais poreuse, entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Là encore, il est possible que la science ait besoin d'un minimum de clôture pour préserver la normativité rationnelle de ses principes méthodologiques et de ses cadres théoriques. Je vous avais dit que je me ferais l'avocat du diable. Vive la clôture. L'idée d'une recherche participative, en particulier, comporte autant de promesses que de dangers, de potentialités de régénérer la recherche, que de menaces d'un dévoiement de la recherche dans un champ socio-économique qui est souvent appréhendé de manière trop angélique et trop abstraite, et que l'on recouvre du voile pudique des citoyens. Que sont ces citoyens? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quels sont leurs réseaux? Comme disent les journalistes, on ne sait pas. Si une compréhension trop restreinte risque de nous faire manquer l'ambition transformatrice de la science ouverte, une compréhension trop élargie, trop radicale, risque de diluer les critères de scientificité, les normes de pratique de la recherche scientifique, dans la pluralité instable des valeurs sociales et des intérêts extra-scientifiques, qu'ils relèvent d'une instrumentalisation politique ou économique de la science. Il incombe sans doute de savoir limiter délibérément l'extension de la science ouverte, afin de conserver cet équilibre précaire entre ouverture et scientificité. Si la science a trop ouvert la science, on risque de perdre la science. Ce qui n'interdit pas, bien au contraire, de garder à l'esprit cet horizon normatif des procédures techniques et réglementaires que l'on met en place dans le cadre d'une compréhension restreinte de la science ouverte. Faute de rapporter ces pratiques, ces transformations à cet horizon normatif plus large, la science ouverte redevient la lettre morte et la simple injonction officielle dont nous étions partis. Le sens restreint de la science ouverte rend possible son application, sa mise en œuvre, mais doit s'ouvrir au sens large afin de ne pas devenir un simple programme technologique ou un simple alibi technologique de transformation politique. Il s'agit donc de rester fidèle à l'éthos transformateur qui anime ce programme dès l'origine pour ne pas le transformer en autre chose qu'en ses intentions initiales. Je conclus. Il serait sans doute indispensable d'explorer d'autres difficultés liées à l'idée même de science ouverte. C'est notre travail de chercheurs, à commencer par l'emploi du terme « science » au singulier, qui dissimule mal, on le sait, la grande hétérogénéité épistémologique des pratiques scientifiques, des procédures méthodologiques, des modes de production de données et des modes de régulation juridique de ces données, que l'on s'efforce donc d'aborder de manière englobante, sans doute trop englobante. Ce problème acquiert une complexité extrême, on le sait, dans le cas des recherches interdisciplinaires ou dans le cadre des recherches participatives qui combinent des procédures scientifiques et des procédures non scientifiques de production de données. Ou alors dans le cas des recherches interdisciplinaires qui combinent des données produites selon des régimes épistémiques très différents. On pourrait aussi évoquer, pour finir, ce que j'aimerais appeler l'éléphant au milieu du couloir de la science ouverte, mais je ne développerai pas ce point, à savoir l'immense problème évoqué par Anne Fraisse, l'immense problème du destinataire de la science ouverte. Ouvrir la science, en effet, mais pour qui? Pourquoi? À quelle fin? Ouvrir la science, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. D'accord? Donc il s'agit de rapporter ce moyen, ou cette finalité subalterne, comme dirait Kant, à une finalité supérieure. Il s'agit de l'expliciter, de lui donner corps et de savoir si nous sommes d'accord sur la définition de cette finalité, ou s'il n'y a pas là des conflits sous-jacents à ce consensus unanime sur la science ouverte. Il s'agit donc d'ouvrir, d'expliciter cet immense problème du destinataire de la science ouverte, donc aussi des enjeux économiques et politiques de la question de l'accès aux données de la recherche et aux résultats de la recherche. Qui va moissonner, comme on dit joliment, les données de la science ouverte? Est-ce le citoyen? Est-ce le chercheur? Ou sont-ce les algorithmes des GAFA ou de ChatGPT? Ce serait l'occasion évidemment d'une autre conférence dédiée à l'analyse des enjeux politiques de l'idée même d'accessibilité, en laquelle on peut tout aussi bien voir un enjeu résolument égalitaire d'ouverture démocratique de la recherche aux citoyens qu'un enjeu inégalitaire d'ouverture néolibérale de la recherche aux intérêts volontiers monopolistiques des systèmes fermés du capitalisme numérique ou de ce qu'on a appelé le capitalisme de plateforme.
Alors évidemment, je ne vais pas m'engager dans ces voies aujourd'hui, ce qui m'obligerait à déployer une sorte de philosophie politique improvisée et fort dangereuse. Je me contenterai de rappeler, pour finir, en ouvrant ces questions, en les soumettant à votre libre examen, je me contenterai de rappeler l'exigence de nous doter d'une conception ouverte de la science ouverte. De ne pas la concevoir simplement comme un dispositif normatif de la recherche, ce qu'elle est aussi, mais d'en faire un authentique objet de recherche, de la mettre à l'épreuve de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, du droit, de la philosophie des sciences de l'information et de la communication, et de l'ensemble des disciplines qui nous rassemblent. À condition de l'aborder avec une distance réflexive suffisante, les sciences humaines et sociales ont là un formidable terrain de recherche pour interroger les évolutions et les nouveaux enjeux de leur propre écosystème institutionnel. J'espère donc que ce colloque pourra être l'occasion, au moins de temps en temps, de soulever ce genre de questions. C'est tout le mal que je lui souhaite. Je vous remercie.